Bonjour, ce cours est destiné à la deuxième année baccalauréat PC et SVT, option française. Le cours, c'est le métamorphisme et sa relation avec la tectonique des plaques. Ce cours représente le deuxième chapitre de la quatrième unité et durant cette vidéo, on va étudier la première partie. On va voir les roches métamorphiques des zones de collision et les roches métamorphiques des zones de subduction. Alors, comme le nom du cours l'indique, on va parler d'un phénomène qui s'appelle le métamorphisme et par conséquent les roches métamorphiques. Sur les schémas suivants, vous avez des phénomènes qu'on a étudiés précédemment. Ici, vous avez le phénomène de subduction et en bas, vous avez le phénomène de collision. Et bien entendu, les deux vont conduire à la formation de chaînes de montagnes. Donc, lors de la subduction, on avait dit qu'il y a enfouissement de la croûte océanique sous une croûte ou plaque continentale. Et du coup, là, les petites étoiles représentent les roches qui constituent la croûte océanique. Donc ces roches, en s'enfouissant vers le bas, vers des profondeurs importantes, il y a la pression et la température qui vont augmenter. Et donc, l'aspect de la roche ici, à la surface, ne sera pas le même que son aspect ici en profondeur, puisque la pression et la température ont augmenté. Et du coup, on va les appeler, ici à ce moment-là, des roches métamorphiques, qui se sont métamorphisées et transformées. Il y a des roches qui appartiennent à la croûte continentale. Bien sûr, à la surface, la pression et la température étaient normales. Et au fur et à mesure que la roche va descendre vers le bas dans des profondeurs importantes, donc elle va subir une pression-température élevée et du coup, elle va aussi se transformer et se métamorphiser pour donner des roches métamorphiques. De là, on va donner la définition du métamorphisme. Donc, on a des roches préexistantes, donc des roches-mères, qui vont, suite à des phénomènes comme la subduction, la collision, etc., vont subir un enfouissement en profondeur. Et on sait bien qu'avec la profondeur, la température et la pression vont augmenter, ce qui va changer et transformer ces roches préexistantes et qui vont donner donc des roches métamorphiques. Et donc, là, on peut déduire la définition du métamorphisme qui correspond alors à l'ensemble des modifications minéralogiques et texturales. Minéralogiques, ça veut dire les minéraux qui vont constituer la roche, et texturale, la texture de la roche. Donc, ces modifications des roches préexistantes à l'état solide, c'est-à-dire que la roche à l'état solide, elle va se transformer, et sous l'effet de la température et de la pression, il donne des roches métamorphiques. Les questions auxquelles on va répondre dans cette première partie, quelles sont les caractéristiques des roches métamorphiques et les conditions de la formation de ces roches et bien sûr leur relation avec la tectonique et avec la formation des chaînes de montagnes. Alors dans la première partie, on va commencer par les caractéristiques minéralogiques et structurales des roches métamorphiques des zones de collision et on va prendre l'exemple d'une montagne de collision dans la région. Vous avez sur cette première figure une carte géologique simplifiée de la région. Et là, donc, vous avez la carte. Et là, ils ont noté que cette région présente une partie des affleurements des roches métamorphiques. Qu'est-ce qu'on entend par les affleurements? C'est-à-dire l'apparition des roches à la surface. Donc, comme on a vu précédemment, les roches métamorphiques, elles se forment en profondeur. Mais avec les années et avec les agents d'érosion, ils vont réapparaître à la surface. Et là, donc, on parle d'affleurement des roches métamorphiques. Et là, donc, on peut les observer à la surface. Donc, vous avez là, sur la légende, donc les différentes roches. Donc, vous avez des roches métamorphiques et des roches magmatiques. Donc, de 1 à 5, ce sont les roches métamorphiques. 6 et 7, ce sont des roches magmatiques. Donc, 6, c'est le granit et 7, c'est la diorite. Voilà, donc ici. Et donc, au centre, vous avez les roches métamorphiques. On va commencer par un schiste et micaschiste. Est-ce que vous avez ici en violet? Voilà, donc R1, la roche R1, c'est du schiste et du mécaschiste, ce sont des roches métamorphiques. Même chose ici, la roche R2,
donc schiste et micaschiste, aussi des roches métamorphiques. Et là, vous avez la roche 3, R3, donc c'est dans le domaine rose 3, donc ça correspond au gneiss. Et là, du coup, on a la disposition de 3 roches métamorphiques importantes, schiste, micaschiste et gneiss. Ce sont les 3 roches métamorphiques qui caractérisent cette région. 3 roches R1, R2 et R3, ils les ont représentées sur le document B et ce sont les roches que vous voyez ici. Donc nous avons pour R1, c'est le schiste vert, pour R2, c'est micaschiste et pour R3, c'est le gneiss. Et là, pour que ça soit plus clair, vous avez ces photos réelles des roches métamorphiques. Donc là, vous avez le schiste vert. Observez très bien la structure de cette roche. Voilà, de plus près, le schiste vert. Alors, comme vous voyez, la structure, elle est un peu feuilletée. C'est comme si la roche est formée de plusieurs feuilles imbriquées. Et là, donc, c'est de là qu'on va déduire la structure de cette roche, qui est une structure schisteuse, et d'où le nom de la roche schiste vert. Pour la couleur verte, ça provient des minérales ma'din qui se trouvent au niveau de cette roche appelée chlorite. C'est ce qu'on va voir par la suite. Alors, pour R2, la roche R2, c'était le micaschiste. Alors, c'est une roche qui brille. Voilà, ici aussi du micaschiste. Donc, c'est une roche qui brille et dont les minéraux forment des lits fins, ce qui donne à la roche un aspect folié. Et donc, on va parler d'une structure foliée. Et là, donc, comme vous voyez, folié, ça veut dire formé de petites feuilles très fines ou bien d'écailles, comme des écailles, comme vous voyez ici. Et cette structure foliée, elle est simple à cliver. Ça veut dire que je peux facilement séparer ces écailles les unes des autres. Et par la suite, on passe à la roche 3, gneiss, comme vous voyez ici. Donc c'est une roche avec une alternance de lits clairs et de lits sombres. Les lits clairs, ce sont les lits que vous voyez ici en blanc, et les lits sombres, c'est ce que vous voyez, les couches que vous voyez ici, avec une couleur donc foncée, gris, etc. Et là donc c'est le gneiss. Par contre là, c'est toujours la structure, elle est toujours foliée, donc on arrive à avoir des lits ou bien des couches donc une structure foliée, mais cette fois-ci, cette roche, elle est non clivable, c'est-à-dire que c'est difficile de séparer ces lits les uns des autres. Donc voilà pour le document C. Donc c'est un petit rappel des deux structures qu'on vient de voir, la schistosité et la foliation. Donc une structure schisteuse pour le schiste et une structure en foliation, bien foliée pour le gneiss. Donc vous pouvez arrêter la vidéo ou bien sur vos polycopiers, lire donc les deux définitions. Alors là, on vient de répondre à ces questions. Vous allez recopier bien sûr les réponses sur vos polycopiers. Et là, on passe, donc toujours pour les roches métamorphiques qui caractérisent les ondes de collision, on va passer maintenant à la structure microscopique et la composition minéralogique des roches métamorphiques. On va aller chercher les minéraux, les ma'adin, qui forment ces roches métamorphiques. Alors là, sur ce document, vous avez observation au microscope polarisant de roches métamorphiques, schiste, micaschiste et gneiss. Là, pourquoi on a utilisé le microscope polarisant? Donc, c'est un microscope spécial pour montrer les composants des roches et il permet de changer la couleur des minéraux pour qu'ils soient plus clairs. Alors là, vous avez des photos réelles en haut et des schémas en bas. Voilà. Donc, comme vous voyez, on va commencer par le schiste vert. Voilà la lame mince du schiste vert avec son schéma. Et donc, là, comme vous voyez, ce sont les minéraux plus ou moins orientés, donc dans le même sens. Et les minéraux qui caractérisent le schiste vert, on a ici séricite à couleur chaude sur la lame mince et chlorite. Donc, ce sont les deux minéraux qui caractérisent le schiste vert. Et c'est la chlorite qui donne la couleur verte du schiste. Maintenant, pour la deuxième roche, micaschiste, voilà. Donc, les minéraux, on les voit clairement ici sur la lame mince. Là, vous avez le schéma. Et là, donc, pour le micaschiste, on va trouver des lits de biotite et de mica et des lits de quartz à couleur éteinte. Voilà.
Donc là, les minéraux qui caractérisent les micaschistes, vous avez quartz, mica et biotite. Et on termine avec la troisième roche, gneiss. Donc c'est la roche qui est caractérisée par la présence de lits clairs et de lits sombres. D'ailleurs, même ici sur le schéma, on peut voir la présence de lits clairs et suivi par des lits qui sont sombres, donc de couleur foncée. Alors, l'alternance de minéraux sombres, représentée par ce minéral, mica, et les lits clairs, donc avec une couleur claire, c'est le quartz et feldspath. Donc, ce sont les trois minéraux qui caractérisent le gneiss. Donc là, c'était la composition minéralogique des roches métamorphiques, c'est-à-dire les minéraux qui constituent ces roches. Maintenant, on va passer à la composition chimique de quelques roches métamorphiques. Et on va voir aussi la formule chimique des minéraux qui les constituent. Alors là, on va commencer par la composition chimique. Vous avez ce tableau. Vous pouvez arrêter la vidéo pour bien observer le tableau ou bien l'observer sur votre polycopier. Donc là, vous avez les éléments chimiques qui constituent ces roches métamorphiques. Et là, vous avez les trois roches métamorphiques, donc schiste, micaschiste et gneiss. Alors, en observant le tableau, on voit que les différents éléments chimiques, leurs proportions dans les trois roches sont très rapprochées. Donc, on voit que les valeurs sont très rapprochées entre les trois roches, donc aux alentours de 60. Pour l'alumine ici, la chose pour tous les autres éléments chimiques que vous voyez sur le tableau. Et ce qu'on observe également, c'est que parmi ces éléments chimiques, les deux éléments chimiques qui représentent donc la majorité, ou bien qu'on trouve abondamment dans ces roches, ce sont les silices et l'alumine. Donc ces deux-là, on les trouve avec des proportions élevées. Alors maintenant, on passe à la composition chimique. Donc pour les minéraux qui constituent ces roches, donc on a plusieurs minéraux ici, on va voir la formule chimique, c'est-à-dire les éléments chimiques qui vont former ces minéraux. Et là, comme vous voyez, vous pouvez aussi ici arrêter la vidéo pour observer le document. Alors, comme vous voyez, tous ces minéraux, parmi les éléments chimiques qui les constituent, on va trouver deux éléments chimiques communs entre tous ces minéraux, c'est toujours les silicates d'alumine. Donc, SiAl, voilà, ici, donc les silicates d'alumine présents dans tous ces minéraux. Et là, donc voilà, quelques minéraux de silicate d'alumine des roches métamorphiques et leur formule chimique. Alors, on a dit que ces minéraux sont caractérisés par leur composition chimique générale, Al2SiO5, d'où leur nomination, on va les appeler les silicates d'alumine. Ces minéraux sont nommés des silicates d'alumine parce qu'ils sont riches en silicates d'alumine. Alors là, on vient de répondre aux questions. On va ajouter juste une petite remarque très importante. Alors, on a défini, donc on a vu les trois types de roches métamorphiques. Et pour répondre à la deuxième question, qui disait dégager le caractère commun des roches métamorphiques, donc on a dit que toutes ces roches sont formées de silicates d'alumine, et proposer une hypothèse sur leur origine. Alors là, qu'est-ce qu'on va déduire à propos de ça? La même composition chimique générale, silicate d'alumine, et donc on va déduire qu'elles ont la même origine, puisqu'ils ont la même origine, et donc la même roche, la roche mère. Voilà. Donc la même roche-mère, mais elles ont subi, donc cette roche-mère qui a subi des conditions différentes de pression et de température, donc dans des profondeurs différentes, et ce qui a conduit à l'apparition des trois roches métamorphiques qu'on vient de voir. Et là, autre information, c'est que les roches argileuses, sochortenia, ont la même composition chimique que ces roches métamorphiques. Alors, puisque les roches argileuses et les roches métamorphiques ont la même composition chimique, on peut supposer que
justement, ces derniers sont le résultat de transformation des roches argileuses soumises à des conditions de température et de pression croissantes. Et donc, on va dire que les roches argileuses sont les roches mères de ces roches métamorphiques des zones de collision qu'on vient de voir. Alors là, pour conclure pour la première partie, les roches métamorphiques des zones de collision. Alors on a dit que les roches mères qui vont subir le métamorphisme, ce sont des roches argileuses. Et ces roches argileuses, en s'enfouissant en profondeur, elles vont se transformer en premier lieu en schiste. On avait dit que le schiste est caractérisé par une structure schisteuse et les minéraux qui caractérisent cette roche, c'est séricite et chlorite. Quand la pression et la température vont augmenter davantage, on aura micaschiste. Cette roche a une structure foliée et les minéraux qui les caractérisent, c'est la biotite, mica et le quartz. Et quand les conditions de température et de pression sont très élevées, on aura l'apparition du gneiss, qui a une structure foliée caractérisée par l'alternance de lits sombres et de lits clairs. Les minéraux qui les caractérisent, c'est mica, quartz et feldspath. Et bien entendu, le métamorphisme, donc on a dit que c'est la transformation de ces roches argileuses sous l'augmentation de la température et la pression en profondeur. Donc au fur et à mesure que la température et la pression augmentent, on aura la transformation de ces roches et donc la disparition d'une roche et l'apparition d'une nouvelle roche. Et dans ce cas, la roche qui est fortement métamorphisée, c'est bien entendu le gneiss. Maintenant, on passe à la deuxième partie. On va voir les caractéristiques minéralogiques et structurales, cette fois-ci des roches métamorphiques des zones de subduction. Et on va voir les ophiolites métamorphisés des Alpes. Alors, sur le premier document, vous avez l'affleurement des roches métamorphiques dans une chaîne de montagnes. Je note que la chaîne des Alpes, c'est une chaîne de collision, mais on a vu précédemment, dans le chapitre précédent, que toujours le phénomène de collision est précédé par la subduction. Ça veut dire que dans une région de collision, on peut bien rencontrer des roches qui appartiennent au phénomène de subduction. Alors là, vous avez les ophiolites, voilà, qui apparaissent à la surface et bien entendu qui vont subir le phénomène de métamorphisme lors de leur subduction, donc il y a des millions d'années. Là, on passe, donc vous pouvez bien sûr lire le petit paragraphe à côté. On va partir directement à la figure B, qui représente une carte géologique simplifiée de la chaîne des Alpes, avec une coupe géologique. Voilà. Alors là, de la même manière, les différentes couleurs ici représentent différents types de roches. Nous, on va s'intéresser bien sûr aux roches métamorphiques. Alors là, comme vous voyez, la répartition de ces roches, elle se fait donc sous forme de bandes parallèles. Donc pas n'importe comment, comme vous voyez, des bandes parallèles qui se succèdent. Voilà, on va commencer par la couleur que vous voyez ici en brun. C'est une couche plissée non métamorphisée. Par la suite, suivi par la roche représentée ici en vert, qui représente un métamorphisme de faible degré. Donc c'est une roche métamorphique de faible degré. Ça veut dire que la pression et la température qui ont permis la formation de cette roche sont de faible degré, suivi par la couleur verte foncée ici que vous voyez. Ça représente le domaine des schistes verts. Donc on vient de voir les schistes verts. C'est une roche métamorphique. Suivi ici en orange par le domaine des schistes bleus agglocophanes, donc qui est aussi une roche métamorphique, et suivi ici par ce que vous voyez en rouge, c'est le domaine des éclogites. Et par la suite, ici en noir avec des petits pointillons blancs, vous avez les ophiolites métamorphisés. Vous vous rappelez des ophiolites. Et le domaine ultra pression, toujours donc ici au centre. Voilà. Et là, donc, comme vous voyez, là, des roches non métamorphisées, là, un métamorphisme de faible degré, et ça commence à s'accentuer et à devenir de plus en plus important. Donc, ici, en arrivant vers le centre. Et on va expliquer par la suite, donc, pourquoi. Et là, donc, je note également que la présence des ophiolites, ici, dans une chaîne de collision, ça témoigne
d'une ancienne subduction qui a précédé donc là le phénomène de collision. Alors là, donc c'est juste pour représenter la disposition des éclogites à côté des ophiolites. Donc là, c'est une coupe géologique selon l'axe AB. Et bien sûr, on vient donc de répondre à la question. On a décrit la répartition des roches métamorphiques dans cette région. Là, on va passer à petit 2 pour voir la structure microscopique et la composition minéralogique des roches métamorphiques dans les zones de subduction. Alors, A, vous avez échantillon de roches métamorphiques qui caractérisent les zones de subduction. On va commencer par la première roche, c'est le gabbro ophiolitique. Et là, donc, je note que le gabbro ophiolitique, ce n'est pas une roche à 100% métamorphique. Donc, on avait vu les roches qui constituent le complexe ophiolitique. Et le gabbro, c'est une roche qui constitue donc les couches inférieures du complexe ophiolitique. Alors là, une photo plus claire du gabbro. Donc c'est une roche avec une couleur sombre, comme vous voyez, parce que c'est une roche plutonique magmatique, bien sûr, du plancher océanique, donc qui constitue la croûte, le plancher océanique. Et là, à côté, vous avez une lame mince du gabbro. Et comme vous voyez, on a les différents minéraux qui sont ici de grande taille. Et sur la légende en bas, vous pouvez lire les abréviations de ces minéraux. Alors là, vous avez clinopyroxène et plagioclase pour les constituants, les minéraux du gabbro. On passe maintenant à la deuxième roche, c'est le schiste bleu, appelé aussi schiste à glaucophane. Voilà, cette roche, avec sa lame mince à côté. Donc d'après la lame mince, on voit que cette roche, les deux minéraux qui les caractérisent, c'est toujours clinopyroxène et glaucophane. Alors là, toujours une photo plus claire des schistes bleus. Les deux minéraux qui caractérisent cette roche, c'est le glaucophane. D'ailleurs, c'est ce qui donne le couleur bleue à cette roche. Et mica blanc. Et par la suite, vous avez la troisième roche appelée éclogite. Voilà, une photo réelle de la roche. Et à côté, vous avez la lame mince. Et les deux minéraux qui caractérisent l'éclogite, c'est grenat et jadéite. Et là également une photo plus claire de l'éclogite. Et les deux minéraux caractéristiques de l'éclogite, c'est grenat et jadéite. Bien sûr, à tous ces minéraux qu'on vient de voir, ils peuvent s'ajouter des minéraux accessoires. Mais les minéraux que nous citons ici dans la vidéo, ce sont les minéraux caractéristiques de ces roches. Alors là, pour l'éclogite, c'est une roche métamorphisée dans des conditions extrêmes. Et là, on va passer à B, composition chimique des roches métamorphiques des ondes sublunaires. Là, on va comparer la composition du gabbro, du bleu et de l'éclogite. Et là, donc, ils ont la même composition chimique présentée dans le ci-dessous. Donc voilà, les différents chimiques. Donc toujours, il y a des silicates d'alumine, silice, l'alumine, on a le fer et le magnésium. L'oxyde de manganèse, pardon. Et cet oxyde de magnésium et oxyde de fer, donc ce sont des éléments chimiques qui caractérisent les roches-mères. Et ici, la roche-mère, bien sûr, puisque le gabbro a la même composition chimique que le schiste bleu et l'éclogite, qui sont des roches métamorphiques. Et le gabbro, c'est une roche du plancher océanique, ça veut dire, et qui est donc riche en fer et en magnésium. Donc là, on peut déduire que la roche-mère des schistes bleus et de l'éclogite, de ces deux roches métamorphiques, eh bien c'est le gabbro, puisque bien sûr, ils ont la même composition chimique. Et là, pour conclure, les roches métamorphiques des zones de subduction, la roche-mère ou bien l'origine de la formation de ces roches métamorphiques, on a dit que c'est une roche du plancher océanique, et en s'enrichissant donc en profondeur, elle va se transformer
roches caractérisées par la présence de minéraux. Donc, on a glaucophane et dans le métamorphisme plus extrême, on a l'apparition de l'éclogite caractérisée par la présence et bien évidemment, la roche métamorphique, c'est suite à leur enfouissement dans des profondes accompagné de l'augmentation de la température. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention.